Il y a des vérités qui dorment dans des archives pendant 50 ans. Des vérités que des hommes en costume ont rangées dans des classeurs, qu'ils ont verrouillés, qu'ils ont enterrés sous des couches de communiqués de presse, de déjeuners de lobbying et de chèques, signés discrètement à des professeurs d'université dont les noms figuraient en couverture des revues scientifiques les plus respectées du monde. Des vérités qui, le temps qu'elles émergent, ont eu le temps de tuer des millions de personnes. Pas avec une arme, pas avec un virus, avec du sucre. Et avec la conviction, soigneusement cultivée, que le sucre n'était pas le problème. L'histoire d'une industrie qui a littéralement reconfiguré la science pour protéger ses profits. 2. L'histoire d'une université, la plus prestigieuse du monde, dont 3 chercheurs ont accepté de l'argent pour publier des mensonges. L'histoire d'un homme seul qui avait raison depuis le début et qu'on a délibérément détruit pour le faire taire. Et l'histoire de 50 années d'épidémie mondiale d'obésité et de diabète, dont la cause réelle a été cachée dans un carton pendant que les gens mouraient. Reste avec moi jusqu'à la fin. Reste avec moi jusqu'à la fin et Trésor, Dolapadi. Dolapadi. Parce que ce que tu vas apprendre va changer la façon dont tu lis une étiquette nutritionnelle. Pour toujours. Commençons par quelque chose que tu connais. Beau, et S étrélétion de la pierre avec Nexor, étrélétion de la pierre. L'homme, étrélétionnel de l'étiquette nutritionnelle. Une croyance tellement ancrée dans ta culture alimentaire qu'elle te semble aussi naturelle que la gravité. Les graisses sont mauvaises pour la santé. Les graisses saturées bouchent les artères. Le beurre est un ennemi. La viande rouge est dangereuse. Le fromage est à consommer avec modération. Le lait entier est à éviter. Ces affirmations, tu les as entendues toute ta vie. Tes parents les ont entendues. Tes médecins te les ont répétées. Les campagnes de santé publique les ont martelées pendant des décennies. Et derrière chaque mise en garde contre les graisses, il y avait une contrepartie implicite. Si les graisses sont mauvaises, alors ce qui n'est pas gras est bon. Si le beurre est l'ennemi, la margarine est l'ami. Si le lait entier est dangereux, le lait écrémé est vertueux. Et si les graisses causent les maladies cardiaques, alors le sucre, lui, est innocent, neutre, bénin. Peut-être pas idéal en grande quantité, mais fondamentalement pas le coupable. Voilà ce que 50 ans de consensus nutritionnel t'ont enseigné. Et voilà précisément ce qui était faux. Voilà précisément ce qu'une industrie multimilliardaire a payé pour que tu crois. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut remonter à l'après-guerre. Nous sommes dans les années 1950. L'Amérique est à la fois au sommet de sa puissance et au bord d'une crise sanitaire silencieuse. Les maladies cardiovasculaires explosent. Les hommes américains meurent de crise cardiaque à un rythme alarmant. Dwight Eisenhower lui-même, le président des États-Unis, fait une crise cardiaque en septembre 1955. Et soudain, la question qui occupe tous les médecins et tous les chercheurs de nutrition du pays devient « Pourquoi ? Qu'est-ce qui bouche les artères des Américains ? Qu'est-ce qui provoque cette épidémie silencieuse de mort cardiovasculaire ?» 2 hommes vont proposer 2 réponses radicalement opposées. Et le choix que l'Amérique, et avec elle le monde entier, va faire entre ces 2 réponses, va décider du destin nutritionnel de l'humanité pour les 50 années suivantes. Le premier homme s'appelle Ansel Keys. Il est physiologiste à l'université du Minnesota. Il est brillant, ambitieux, charismatique et il a une théorie. Les maladies cardiovasculaires sont causées par les graisses saturées. Les graisses saturées augmentent le cholestérol sanguin. Le cholestérol se dépose dans les artères. Les artères se bouchent. Crise cardiaque, mort. C'est simple, c'est logique, c'est élégant. Et pour le prouver, Keys lance en 1958 ce qui va devenir l'une des études épidémiologiques les plus influentes du XVe siècle. L'étude des 7 pays. Il compare les habitudes alimentaires et les taux de maladies cardiovasculaires dans 7 pays, États-Unis, Finlande, Pays-Bas, Italie, Yougoslavie, Grèce et Japon. Et il trouve exactement ce qu'il cherchait. Dans les pays où les gens mangent beaucoup de graisses saturées, il y a beaucoup de maladies cardiaques. Il y a le cré à causettre foire de commencer... Mettant c'est le quart. Elle presse sur ses 2 crans, c'est... Dans les pays où les gens mangent peu de graisse, il y a peu de maladies cardiaques. La corrélation semble parfaite. Le cas est réglé. Les graisses tuent. Le problème, c'est que cette étude a un défaut que les historiens de la science ont mis des décennies à documenter pleinement. Ansel Keys n'a pas étudié 7 pays. Il a étudié 22 pays. Et il a sélectionné exactement les 7 dont les données confirmaient sa théorie. Les 15 autres pays, dont certains où les gens mangeaient beaucoup de graisses saturées sans développer de maladies cardiaques,
ont disparu de l'analyse. Cette manipulation a été documentée par Jacob Yerushalmi et Herman Hilbo dès 1957 dans le Journal of the Mount Sinai Hospital. Ils ont republié les données des 22 pays originaux et montré que la corrélation disparaissait quand on incluait tout le monde. Keyes le savait, il n'en a pas tenu compte. Il avait une théorie à défendre, et il avait quelque chose que son rival n'avait pas. Il avait le soutien de l'industrie. Le second homme s'appelle John Yudkin. Il est professeur de nutrition au King's College de Londres. Il est lui aussi brillant, lui aussi rigoureux, mais lui a une théorie différente. Les maladies cardiovasculaires ne sont pas causées par les graisses saturées, elles sont causées par le sucre, spécifiquement par le saccharose et le fructose. Ces sucres, quand ils sont consommés en excès, perturbent le métabolisme des lipides dans le foie, augmentent les triglycérides sanguins, créent une résistance à l'insuline et engendrent une inflammation chronique qui abîme les parois artérielles. Yudkin ne sortait pas ça de nulle part. Il avait des données, des vrais, des expériences cliniques, des observations épidémiologiques. En 1957, il publie un premier article montrant que la corrélation entre consommation de sucre et maladies cardiovasculaires est au moins aussi forte que celle trouvée par Keyes avec les graisses. En 1964, il publie de nouvelles études. En 1967, encore d'autres. Chaque fois, les résultats pointent dans la même direction. Le sucre est le coupable, pas les graisses. Et en 1972, il rassemble toutes ses recherches dans un livre grand public intitulé Pure, White and Deadly. Blanc, pur et mortel. Il parle du sucre, il prévenait le monde. Mais le monde, lui, n'était pas prêt à entendre ça. Et ce n'était pas par hasard, parce qu'entre 1957 et 1972, pendant que Yudkin publiait ses études, pendant qu'il construisait patiemment sa démonstration, une organisation avait décidé de le faire taire. Cette organisation s'appelait la Sugar Research Foundation. En français, la Fondation pour la recherche sur le sucre. Elle était financée par les plus grandes compagnies sucrières américaines. Elle représentait les intérêts économiques d'une industrie dont le produit central, le sucre raffiné, était en train d'être pointé du doigt par la science. De quoi si on est constant à et des foucous de bris, et d'autres voies de scission chronique, économique et des trois de science. Et face à cette menace existentielle, elle avait décidé d'utiliser la seule arme vraiment efficace dans le monde moderne. Pas la censure, pas la violence, la science achetée, la vérité fabriquée sur mesure et publiée dans des revues à comité de lecture par des chercheurs dont les noms inspiraient confiance. En 1965, la Sugar Research Foundation met en place un programme interne baptisé Project 2006. L'objectif est explicite dans leurs propres documents internes. Contrer les travaux liant le sucre aux maladies cardiovasculaires et orienter la recherche vers les graisses alimentaires comme coupable principal. Pour exécuter ce plan, ils ont besoin de chercheurs crédibles, de vrais scientifiques, de noms associés à des institutions respectées. Ils les trouvent à Harvard. Mark Eckstead, Frederick Starr et Robert Magandy, 3 nutritionnistes du département de nutrition de l'école de santé publique de Harvard. Eckstead est peut-être le plus influent des 3. C'est un homme respecté, souvent cité, dont les opinions sur la nutrition pèsent lourd dans les milieux académiques et politiques américains. Et en 1965, la Sugar Research Foundation leur verse l'équivalent de ce que les historiens ont évalué, en valeur 2016, à environ 50 000 $. En échange de quoi? En échange d'une revue de littérature scientifique. Autrement dit, pas une nouvelle expérience, pas de nouvelles données collectées, juste une synthèse des études existantes. Une synthèse qui, selon les termes du contrat moral, jamais explicite mais parfaitement compris des deux parties, devait conclure dans une direction précise. Les graisses causent les maladies cardiaques. Le sucre n'est pas en cause. En 1967, Eckstead, Magandy et Starr publient leur revue de littérature dans le New England Journal of Medicine, l'un des journaux médicaux les plus prestigieux et les plus influents du monde. Le titre est technique, aride comme toute la littérature scientifique de l'époque, mais les conclusions sont limpides pour quiconque les lit avec attention. Les graisses saturées et le cholestérol alimentaire sont les grands responsables des maladies cardiovasculaires. Le sucre, lui, n'a pas de rôle significatif. Cette publication va avoir des conséquences qui s'étendront sur un demi-siècle. Parce qu'une étude publiée dans le New England Journal of Medicine par des chercheurs de Harvard en 1967, c'est une étude qui devient une référence. Une étude que d'autres chercheurs citent. Une étude que des responsables de santé publique lisent. Une étude qui finit, lentement mais sûrement, par configurer le consensus scientifique dominant.
Et ce consensus, il va se cristalliser de façon définitive 10 ans plus tard dans un document gouvernemental qui va changer l'alimentation de centaines de millions d'Américains. Et avec eux, celle du monde entier. Nous sommes en 1967. Les États-Unis publient leur première directive alimentaire nationale. Le document s'intitule Dietary Goals for the United States. Il est rédigé par le Select Committee en nutrition and Human Needs du Sénat américain, présidé par le sénateur George McGovern. Et ses recommandations sont claires. Réduisez les graisses saturées. Réduisez le cholestérol alimentaire. Augmentez les glucides complexes. La guerre aux graisses est officiellement déclarée et qui est en première ligne pour conseiller ce comité sénatorial. Entre autres, Mark Exted, le chercheur de Harvard qui venait tout juste de finir ses travaux financés par la Sugar Research Foundation. Il est nommé administrateur des sciences de la nutrition au département américain de l'agriculture. Il co-rédige les directives officielles. La boucle est bouclée. L'argent de l'industrie sucrière a financé une étude à Harvard. Cette étude a orienté le consensus scientifique. Ce consensus a été appliqué dans la politique de santé publique nationale. Et maintenant, les recommandations alimentaires officielles des États-Unis, que le monde entier va copier, sont celles que l'industrie sucrière voulait, les graisses dehors, le sucre exonéré. Pendant ce temps, John Yudkin continue de publier, continue d'alertir, continue de documenter le danger du sucre. Pure, White and Deadly sort en 1962 et reçoit une attention initiale encourageante. Mais très vite, quelque chose d'étrange se produit. Les attaques commencent. Pas des attaques scientifiques, des attaques personnelles, des attaques sur sa réputation. Ansel Keys lui-même, qui entretenait des relations très proches avec l'industrie alimentaire, le traite publiquement de fanatique et de chercheurs dont les travaux sont sans valeur scientifique. Le terme exact qu'il utilise dans une lettre publiée est « a mountain of nonsense », un tas d'absurdités. Des industriels du sucre financent des contre-études conçues spécifiquement pour invalider les travaux de Yudkin. Des chercheurs qui dépendent de financement de l'industrie alimentaire le critiquent dans des conférences. Son éditeur reçoit des pressions. Les journaux médicaux où il publie habituellement commencent à lui opposer des refus inhabituels. Peu à peu, John Yudkin est marginalisé. Son livre tombe dans l'oubli. Berture. La plusieurs commençait sin interruption de céticiel et le coup verbicolitite. Et les journaux académie s'y créent commun. Sa théorie est associée au terme controversé, ce mot de code académique qui signifie, dans les cercles scientifiques, ne prenez pas trop au sérieux. Il prend sa retraite en 1971. En Bouillarté, il meurt en 1995. Et pendant les 20 dernières années de sa vie, il assiste impuissant à la catastrophe qu'il avait prévue. Parce que les années 1980 voient émerger une transformation massive de l'industrie alimentaire américaine, puis mondiale, directement provoquée par les directives de 1987 contre les graisses. Si les consommateurs veulent du faible en graisse, les industriels vont leur donner du faible en graisse. Mais le problème, c'est qu'une chose se passe quand tu retires les graisses d'un aliment. Il perd son goût, sa texture, son onctuosité, il devient fade, caoutchouteux, peu appétissant. Et une chose que l'industrie alimentaire sait mieux que quiconque, c'est qu'un aliment qui n'a pas bon goût ne se vend pas. La solution est simple, connue, bon marché et parfaitement innocentée par la science officielle du moment. Le sucre, ou plus précisément, le sirop de glucose-fructose à haute teneur en fructose, le fameux high fructose corn syrup américain, inventé dans les années 1970 et adopté massivement dans les années 1970 parce qu'il est 2 fois moins cher que le saccharose et 2 fois plus sucrant. On retire les graisses du yaourt, on y met du sucre, on retire les graisses des céréales du petit déjeuner, on y met du sucre, on retire les graisses des sauces, des plats préparés, des produits laitiers allégés, on y met du sucre, et on colle sur chaque produit ainsi transformé un label rassurant. Faible en matière grasse, light, bon pour votre cœur. La fréquence cardiaque de l'Américain moyen battait à la même allure, mais son tour de taille, lui, commençait à s'élargir d'une façon que personne n'avait encore vue dans l'histoire de l'humanité. Regarde les courbes. Ce sont des données publiques, vérifiables, produites par les Centers for Disease Control en prévention américain. En 1962, 13% des adultes américains sont obèses. En 1980, après 3 ans de directives anti-graisse et de remplacement massif par le sucre, le taux commence à grimper. En 1984, il est à 23%. En 2000, il est à 31%. En 2010, il est à 36%. Aujourd'hui, plus de 42% des adultes américains sont obèses, pas en surpoids.
obèses, et la courbe du diabète de type 2 suit exactement la même trajectoire. En 1958, 6 millions d'Américains sont diagnostiqués diabétiques. En 1980, 5 millions. En 2000, 17 millions. Aujourd'hui, plus de 37 millions. Ces chiffres sont vertigineux et leur chronologie est impossible à ignorer. L'explosion de l'obésité et du diabète ne précède pas les directives alimentaires anti-graisse, mais procherte de 2 moins, de procherte de 2 moins, de moins, de procherte de beaucoup cative. Elle leur succède bassignalée. Elle est parfaitement synchronisée avec la transformation de l'alimentation industrielle vers des produits appauvris en graisse et enrichis en sucre. Yudkin l'avait prévu. Il avait averti et il avait été réduit au silence au moment précis où son avertissement avait le plus besoin d'être entendu. Mais voilà que nous arrivons au moment clé de cette histoire, le moment où les documents ont parlé, où les archives ont été ouvertes, où la preuve a émergé du silence des décennies. Nous sommes en 2016. Kristen Carnes est une chercheuse en santé publique à l'Université de Californie à San Francisco. Depuis plusieurs années, elle traque une intuition. Elle a commencé à s'intéresser aux pratiques de l'industrie sucrière en parcourant les archives d'un dentiste mort dans les années 1990 qui avait collecté des dizaines de milliers de documents industriels tout au long de sa carrière. Tout au long, ces documents lui ont mis la puce à l'oreille. En 2012, elle rejoint l'équipe de Stanton Glantz, l'un des chercheurs qui a le plus contribué à exposer les manipulations de l'industrie du tabac. Et ensemble, ils décident de faire avec l'industrie sucrière ce que d'autres ont fait avec Philip Morris et Ray Reynolds. Ils cherchent les archives, ils cherchent les documents internes, les mémos, les contrats, les correspondances entre cadres dirigeants. Et ils trouvent, dans les archives de plusieurs universités américaines, dans des collections de documents historiques industriels, ils mettent la main sur les archives de la Sugar Research Foundation, des documents qui n'avaient jamais été rendus publics, qui n'avaient jamais été analysés par des chercheurs indépendants, qui dormaient dans des boîtes depuis 50 ans. Ces documents montrent, noir sur blanc, le financement de Project 256. Ils montrent les paiements aux chercheurs de Harvard. Ils montrent les discussions internes sur l'objectif de l'étude. Ils montrent que Eggstead et ses collègues n'ont pas simplement reçu de l'argent de l'industrie sucrière. Ils ont reçu des directives sur ce que leurs conclusions devaient être. Ils ont sélectionné les études à citer et celles à écarter en fonction de l'objectif préétabli. Et ils n'ont déclaré aucun conflit d'intérêt dans leur publication de 1967. Ce qui, à l'époque, était légal, mais ce qui, du point de vue de l'éthique scientifique, constitue l'une des fraudes académiques les plus conséquentes de l'histoire moderne. L'étude de Carnes, Schmidt et Glantz est publiée en septembre 2016 dans le JAMA Internal Medicine, l'une des publications médicales les plus respectées du monde. Son titre est sobre et technique, mais sa portée est explosive. Elle documente avec une rigueur absolue la chaîne causale complète, l'argent de l'industrie sucrière, l'orientation préétablie de l'étude, le financement non déclaré, la publication dans une revue de premier rang, et l'impact de cette publication sur les décennies suivantes de politique nutritionnelle. Pour la première fois dans l'histoire, une étude publiée dans une grande revue internationale démontre scientifiquement que le consensus nutritionnel dominant pendant 50 ans avait été construit, au moins en partie, sur une fraude financée par l'industrie. La réaction de la communauté scientifique est stupéfaite. Certains chercheurs refusent d'abord d'y croire. Mais les documents sont là, les preuves sont incontestables. Et les implications sont terrifiantes. Mark Eggstead est mort en 2009. Il ne peut plus répondre. Frederick Starr est mort en 2002. Robert Mugandi est mort en 1984. Personne ne sera jamais tenu légalement responsable. Ce qui s'est passé ne peut pas être puni. Il peut seulement être compris. Et cette compréhension, justement, est ce qui te manquait depuis que tu es assis devant cet écran. Parce que voilà ce que cette histoire révèle dans sa profondeur. Elle ne révèle pas seulement que 3 chercheurs ont un jour accepté de l'argent pour orienter leurs conclusions. Elle révèle un système, un mécanisme industriel sophistiqué, documenté, reproductible, qui consiste à acheter la vérité scientifique apparente au prix d'un financement stratégique de la recherche. Et ce mécanisme, il ne date pas de 1965. Il ne s'est pas arrêté en 1967, il est toujours en fonctionnement, aujourd'hui, en ce moment. Pour comprendre pourquoi, il faut que tu comprennes comment fonctionne le financement de la recherche scientifique. Parce que c'est là que tout se joue. Un chercheur universitaire a besoin d'argent pour conduire ses expériences. Il a besoin de payer ses assistants, son équipement, ses déplacements, ses publications. Cet argent vient de sources diverses. Des fonds publics, gouvernements, universités, des fondations privées.
et des entreprises privées qui financent la recherche en échange de droits sur les résultats, ou simplement parce que la recherche pourrait, si elle confirme ce qu'ils espèrent, être utilisée dans leur communication marketing et leur lobbying réglementaire. Ce dernier type de financement est parfaitement légal, il est même courant, et il crée une distorsion systémique de la production scientifique que des dizaines de méta-analyses ont maintenant documenté avec précision. Les études financées par l'industrie alimentaire ont 4 à 8 fois plus de chances de conclure en faveur du produit financeur que les études indépendantes. Cette donnée, elle vient d'une analyse publiée en 2007 dans PLOS Medicine par Leonard Lessé et ses collègues de l'Université de Californie. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une mesure statistique. Et l'industrie sucrière n'est pas la seule à avoir utilisé ce mécanisme. L'industrie des boissons sucrées l'a utilisé systématiquement. Coca-Cola a financé entre 2011 et 2015 plus de 100 études scientifiques via un programme appelé le Global Energy Balance Network qui promouvait l'idée que l'exercice physique, pas la réduction du sucre, était la clé de la prévention de l'obésité. Quand ces financements ont été révélés par le New York Times en 2015, Coca-Cola a dû dissoudre le réseau. Mais les études, elles, avaient déjà été publiées, elles avaient déjà été citées, elles avaient déjà influencé des politiques de santé publique dans plusieurs pays. Le même mécanisme, le même résultat. Une science achetée qui survit à sa propre exposition. Parce que dans la mémoire collective, une étude publiée dans une revue scientifique reste une preuve, longtemps après qu'on a découvert qu'elle avait été financée par quelqu'un qui avait un intérêt direct dans ses conclusions. Il faut maintenant revenir à John Yudkin, parce que son histoire ne s'arrête pas à sa marginalisation. Elle a une suite que peu de gens connaissent, et qui est peut-être la partie la plus bouleversante de ce récit. En 2012, 40 ans après la publication de Pure, White and Deadly, Robert Lustig est un endocrinologue pédiatrique à l'UCEF, la même université que Kristen Kern, soit dit en passant. Il est spécialisé dans l'obésité infantile. Il voit chaque semaine des enfants de 5, 6, 7 ans dont le foie est en train de lâcher à cause d'une accumulation de graisse viscérale provoquée par une consommation excessive de fructose. En 2009, il enregistre une conférence d'1h30 intitulée « Sugar » de Bitter Truth. Elle est postée sur YouTube par l'Université de Californie. Elle ne fait rien de particulier pendant plusieurs mois. Puis, lentement, elle commence à circuler, à être partagée, à être regardée par des gens qui cherchaient des réponses à des questions que leurs médecins ne savaient pas répondre. Aujourd'hui, cette conférence a été vue plus de 11 millions de fois. Robert Lustig y explique exactement ce que John Yudkin expliquait en 1972. Le fructose est métabolisé par le foie exactement comme l'alcool. Il produit des graisses hépatiques. Il crée une résistance à l'insuline. Il déclenche des processus inflammatoires qui abîment les artères. Il est, pharmacologiquement parlant, une substance addictive. Et dans sa conférence, Lustig cite Yudkin. Il dit explicitement que Yudkin avait tout compris 40 ans plus tôt et qu'il avait été détruit pour ça. Cette réhabilitation de Yudkin a pris de l'ampleur au fil des années 2010. En 2014, le journaliste américain Gary Taube publie The Case Against Sugar, une enquête de plusieurs années qui retrace précisément l'histoire que je te raconte ici avec des sources primaires, des documents d'archives, des interviews de chercheurs vivants et des analyses de données épidémiologiques. Le livre est un succès mondial. Il est traduit dans une douzaine de langues. Et il repose entièrement sur la démonstration que l'hypothèse des graisses était fondée sur une corruption scientifique délibérée et que l'hypothèse sucrée de Yudkin était et reste scientifiquement solide. La même année, le British Medical Journal publie une révision systématique des preuves sur les graisses saturées et les maladies cardiovasculaires. Les auteurs concluent que les données ne soutiennent pas la recommandation de réduire les graisses saturées. Beisel a, 2 ans plus tard, en 2016, une méta-analyse publiée dans Annals of Internal Medicine sur 76 études et 643 000 participants conclut. Aucune corrélation significative entre graisses saturées alimentaires et risque cardiovasculaire. Aucune. Les recommandations officielles américaines de 1967 ne tiennent pas face à l'ensemble des preuves disponibles. Mais revenons une dernière fois sur les mécanismes précis par lesquels le sucre détruit le corps humain. Parce que Yudkin avait raison. Mais il ne disposait pas des outils moléculaires qui permettent aujourd'hui de comprendre précisément pourquoi. Ces outils, ce sont les chercheurs des 30 dernières années qui les ont développés. Et ce qu'ils ont découvert dépasse même les prévisions les plus sombres de Yudkin. Le sucre de table, le saccharose, est composé pour moitié de glucose, pour moitié de fructose. Le glucose est métabolisé par toutes les cellules du corps.
Il sert de carburant. Il est régulé par l'insuline. Quand tu manges du glucose, ton pancréas libère de l'insuline. L'insuline ouvre les cellules pour laisser entrer le glucose. Les cellules l'utilisent ou le stockent sous forme de glycogène. Et le cycle s'arrête quand la glycémie redescend. C'est un système sophistiqué, équilibré, que l'évolution a optimisé pendant des millions d'années. Le fructose, lui, ne peut être métabolisé que par le foie. Une petite quantité de fructose, comme celle qu'on trouve dans une pomme ou une poire, est traitée sans problème. Mais quand le fructose arrive dans le foie en quantité industrielle, comme il le fait dans un régime riche en sirop de glucose-fructose, en soda, en jus de fruits naturels, en produits ultra transformés allégés en graisse, quelque chose de très différent se produit. Le foie est débordé. Il ne peut pas traiter tout ce fructose comme du carburant. Alors, il le convertit en graisse. Ces graisses s'accumulent dans le foie et autour de lui. C'est la stéatose hépatique, non alcoolique, le foie gras, humain, dont les taux ont explosé en parallèle avec la consommation de fructose industrielle. Ces graisses entrent également dans le sang sous forme de triglycérides, qui eux augmentent le risque cardiovasculaire. Et dans le processus, le foie produit de l'acide urique, qui provoque l'inflammation et peut déclencher la goutte. Une maladie qu'on appelait autrefois la maladie des rois, parce qu'elle touchait ceux qui avaient accès au sucre, denrée rare et précieuse. Aujourd'hui, la goutte n'est plus la maladie des rois, c'est la maladie de n'importe qui boit des sodas tous les jours. Mais l'histoire du sucre ne s'arrête pas aux maladies métaboliques, elle touche aussi au cerveau. Parce que le fructose en excès perturbe la signalisation de la leptine, l'hormone de la satiété. Dans un métabolisme sain, la leptine est libérée par les cellules graisseuses et signale au cerveau « tu as assez mangé, arrête ». Mais quand les cellules graisseuses sont chroniquement saturées de lipides issus de la conversion du fructose, elles deviennent résistantes à leur propre signal. La leptine est libérée, mais le cerveau ne l'entend plus. Tu manges, tu as encore faim, tu manges encore et tu as encore faim. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la biologie. C'est la conséquence métabolique documentée d'une alimentation enrichie en fructose industrielle. Yudkin n'avait pas encore les outils pour décrire la leptine en 1972, mais il avait observé le phénomène dans ses expériences. Il avait vu que ces sujets consommant plus de sucre ne se sentaient pas plus rassasiés, ils mangeaient plus, ils grossissaient plus, et ils avaient des marqueurs sanguins, cardiovasculaires, bien plus préoccupants que ces sujets consommant plus de graisse. Il y a une autre dimension de cette histoire qu'on évoque rarement, et qui pourtant est fondamentale pour comprendre pourquoi ce scandale est resté enfoui aussi longtemps. C'est la dimension industrielle et économique de l'industrie sucrière mondiale. En 1965, quand la Sugar Research Foundation décide de financer Project 2026, elle défend un marché qui pèse des dizaines de milliards de dollars. Le sucre est partout. Il est dans les boissons, dans les confiseries, dans les sauces, dans les conserves, dans les produits de boulangerie industrielle. Il est une matière première fondamentale pour des centaines d'industries. Et au-delà du sucre lui-même, il y a le sirop de maïs à haute teneur en fructose, dont la production américaine a explosé dans les années 1970 grâce aux subventions agricoles au maïs. Des paraïs à la traction américaine, ces subventions, décidées dans les mêmes années que les directives anti-graisse par les mêmes administrations qui écoutaient les mêmes conseillers, ont rendu le sirop de maïs artificiellement bon marché. Tellement bon marché qu'il a envahi l'industrie alimentaire mondiale. Tellement bon marché qu'une canette de soda coûte aujourd'hui moins cher qu'une bouteille d'eau dans certains quartiers américains. Ce n'est pas un accident de marché. C'est le résultat d'un ensemble de décisions politiques, scientifiques et industrielles dont les ficelles ont été tenues par des intérêts économiques précis au détriment de la santé publique. Et maintenant, permettons-nous un moment d'honnêteté intellectuelle inconfortable. Parce que dans cette histoire, il est tentant de tout ramener à un complot machiavélique. Des hommes mauvais qui ont sciemment décidé de sacrifier la santé de millions de personnes pour leur profit. La réalité est plus nuancée, et peut-être justement à cause de ça, elle est encore plus troublante. Certains des chercheurs qui ont promu l'hypothèse des graisses y croyaient sincèrement. Ansel Keys n'était probablement pas uniquement motivé par l'argent de l'industrie. Il croyait en sa théorie. Il croyait tellement en sa théorie qu'il était incapable d'en voir les failles. Et cette fois, dans une théorie, ce biais de confirmation qui pousse un scientifique à écarter les données qui contredisent sa vision du monde est un phénomène humain universel,
documenté par la psychologie cognitive, que tout chercheur devrait combattre quotidiennement, mais que le financement industriel transforme en catastrophe systémique. Quand un chercheur croit dans sa théorie et est financé par une industrie qui profite de cette théorie, son biais de confirmation reçoit un renforcement matériel et institutionnel qui le rend pratiquement insurmontable. Ce n'est pas seulement de la corruption, c'est de la corruption combinée à de l'auto-illusion. Et c'est infiniment plus difficile à détecter, à prouver et à corriger que la corruption simple. Xted, lui, est plus problématique, parce que les documents d'archives montrent qu'il ne se contentait pas de croire ce qu'il voulait croire. Il sélectionnait activement les études à citer. Il écartait délibérément des données qui contredisaient la conclusion souhaitée. Et il n'a jamais déclaré son conflit d'intérêts. Dans une lettre retrouvée dans les archives et citée dans l'étude de Carne, il écrit à un représentant de la Sugar Research Foundation pour lui confirmer que son ébauche de revue de littérature est dans la bonne direction. La bonne direction, pas la direction que les données lui indiquaient, la direction que l'industrie lui demandait. Et cet homme a ensuite rédigé les directives alimentaires officielles des États-Unis pour le gouvernement fédéral. L'homme payé par l'industrie sucrière pour blanchir le sucre a ensuite eu le pouvoir de transformer ses conclusions en politique publique nationale. Si tu cherches un exemple parfait de porte tournante entre industrie et régulation gouvernementale, parce que je ne veux pas que tu regardes cette vidéo et que tu te retrouves dans un état de cynisme paralysant. Oui, la science a été corrompue. Oui, des millions de personnes ont payé de leur santé pour les profits d'une industrie. Oui, John Yudkin a été détruit pour avoir dit la vérité. Tout ça est vrai. Mais il y a une suite à cette histoire. Et cette suite, c'est que les archives ont parlé, que les chercheurs indépendants ont fait leur travail, que la vérité a fini par émerger. Et qu'aujourd'hui, en 2024, la communauté scientifique internationale est en train de faire une correction massive de ses recommandations nutritionnelles. Les nouvelles directives alimentaires américaines, publiées depuis 2015, n'évoquent plus de limites supérieures à la consommation totale de graisse. Les graisses saturées restent dans le collimateur, mais de façon beaucoup plus nuancée, et plusieurs organismes de santé publique européens ont déjà franchi un pas de plus, reconnaissant que les preuves contre les graisses saturées étaient beaucoup plus faibles qu'on ne l'avait affirmé pendant 50 ans. En revanche, le sucre ajouté est maintenant officiellement reconnu comme facteur de risque majeur de diabète, de type 2, de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et de maladies du foie. L'OMS recommande depuis 2015 de limiter les sucres libres à moins de 10% de l'apport énergétique total, et idéalement à moins de 5%. Des pays comme le Royaume-Uni, la France, le Mexique et plusieurs pays nordiques ont instauré des taxes sur les boissons sucrées dont les premiers bilans montrent une réduction mesurable de la consommation. La science se corrige, lentement, douloureusement, avec une latence de plusieurs décennies pendant lesquelles des gens meurent. Mais elle se corrige. Et c'est pour ça que je veux finir cette vidéo, non pas sur la colère, bien que la colère soit légitime, mais sur quelque chose de plus utile, sur des instruments concrets que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour te protéger, toi et les gens que tu aimes, contre les conséquences d'une corruption scientifique dont les effets sont encore présents dans des millions d'étiquettes de produits alimentaires, parce que les produits allégés en graisse sont toujours en rayon. Les produits 0% de matière grasse sont toujours présentés comme des options santé. Et les listes d'ingrédients de ces produits contiennent toujours du sirop de glucose-fructose, du sucre de canne, du maltodextrine, du dextrose et des dizaines de noms de codes pour la même chose. Du sucre ajouté à la place des graisses, pour compenser le goût que les graisses auraient dû donner. Voici ce que la science indépendante dit aujourd'hui en synthèse. Les graisses alimentaires naturelles, celles qu'on trouve dans les œufs entiers, le beurre de qualité, l'huile d'olive, les avocats, les noix, les poissons gras, la viande non transformée, ne sont pas tes ennemis. Plusieurs décennies de diabolisation injuste ont créé une phobie alimentaire injustifiée. Les graisses saturées dans le contexte d'une alimentation globalement peu transformée et peu sucrée ne posent pas de problème démontré pour la santé cardiovasculaire. En revanche, les sucres ajoutés sous toutes leurs formes et sous tous leurs noms sont aujourd'hui reconnus par la littérature scientifique indépendante comme des facteurs de risque réels et documentés pour des pathologies graves. Le fructose industriel, spécifiquement, a des effets métaboliques proches de ceux de l'alcool quand il est consommé en excès. La résistance à l'insuline qu'il provoque est le mécanisme central du diabète de type 2 et la dysrégulation de la leptine qu'il entraîne est un mécanisme majeur dans le maintien de l'obésité. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir tous les sucres de son alimentation. Les sucres naturellement présents dans les fruits entiers, accompagnés de fibres, d'eau,
de vitamines et de minéraux, sont métabolisés très différemment des sucres industriels isolés. Le fructose d'une poire entière n'est pas le fructose d'un soda. La matrice alimentaire dans laquelle se trouve le sucre change radicalement la façon dont il est absorbé et métabolisé. Ce que la science indique, c'est que la cible à surveiller, c'est le sucre ajouté. Celui qu'on met dans les produits industriels. Celui qui ne vient pas avec des fibres pour ralentir son absorption. Celui qui ne vient pas avec des micronutriments pour compenser ses effets métaboliques. Celui qu'on trouve dans les sodas, les jus industriels, les gâteaux emballés, les céréales du petit déjeuner sucré, les yaourts aromatisés, les sauces industrielles, les plats préparés et, ironie suprême, les produits allégés en graisse que l'industrie alimentaire t'a vendus pendant 50 ans comme des options santé. Alors, voilà le test simple. Prends n'importe quel produit dans ton réfrigérateur ou tes placards. Lis la liste des ingrédients. Cherche sucre, sirop de glucose, sirop de fructose, sirop de glucose-fructose, maltodextrine, dextrose, saccharose, lactose ajouté, jus de canne évaporé, sirop d'agave, miel industriel, sucre inverti. Si tu en trouves dans les 5 premiers ingrédients d'un produit qui se présente comme allégé, light, 10% de matière grasse ou bon pour la santé, tu tiens la preuve vivante que le mensonge financé par la Sugar Research Foundation en 1907 est toujours présent dans ta cuisine. John Yudkin est mort en 1995, réhabilité trop tard pour le voir de son vivant. Mais ses travaux, après 40 ans de mise à l'index, sont aujourd'hui cités dans des centaines d'études scientifiques contemporaines. Pure, White and Deadly a été réédité en 2012. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des ouvrages fondateurs de la nutrition critique. Et son auteur, le chercheur Cancel Keyes avait qualifié de fanatique, le scientifique dont l'industrie sucrière avait financé la destruction de la réputation, est aujourd'hui reconnu comme l'homme qui avait raison. 50 ans trop tôt. À un moment où avoir raison trop tôt dans le monde scientifique revenait à ne pas avoir raison du tout. Parce que le monde scientifique, comme le monde politique et le monde économique, n'est pas une machine à chercher la vérité. C'est une institution humaine, avec ses biais, ses hiérarchies, ses conflits d'intérêts, ses inerties et ses pressions. Et parfois, dans cette institution humaine, il faut 50 ans et des milliers de morts pour que la vérité finisse par avoir gain de cause sur l'argent. Il y a une dernière chose que je veux te dire, et c'est peut-être la chose la plus importante de toute cette vidéo. Cette histoire n'est pas une anomalie, ce n'est pas un accident historique. Ce n'est pas le résultat d'une convergence exceptionnelle de mauvaises intentions et de mauvaises décisions qui ne se reproduira jamais. C'est un mécanisme systémique qui est documenté, reproductible et toujours en fonctionnement. L'industrie du tabac a utilisé exactement le même mécanisme pendant 50 ans pour nier le lien entre cigarettes et cancer. L'industrie des pesticides l'utilise. L'industrie pharmaceutique l'utilise. L'industrie pétrolière l'a utilisé pour le changement climatique. Et l'industrie alimentaire continue de l'utiliser. Pas seulement avec le sucre, avec les additifs, avec les colorants, avec les conservateurs, avec les perturbateurs endocriniens dans les emballages. Le mécanisme est toujours le même. Financer la recherche, orienter les conclusions, citer les études favorables, marginaliser les chercheurs indépendants, attendre que les preuves deviennent trop massives pour être ignorées, reconnaître partiellement, recommencer sur le prochain produit. Et ce qui te protège contre ce mécanisme, ce n'est pas de faire confiance à personne. Ce n'est pas de devenir paranoïaque devant chaque étude publiée. C'est de savoir comment lire une étude, de toujours chercher qui la finance, de toujours chercher si les études négatives ont été publiées ou enterrées, de toujours chercher si le chercheur qui parle a des liens financiers avec l'industrie dont il parle. Ce n'est pas de la méfiance systématique, c'est de l'hygiène intellectuelle. C'est la même chose que vérifier l'huile de sa voiture avant un long trajet. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la prudence raisonnée face à un système dont tu connais maintenant les défaillances documentées. John Yudkin méritait mieux. Les millions de personnes qui ont développé un diabète de type 2 en suivant des recommandations alimentaires corrompues méritaient mieux. Et toi, en regardant cette vidéo jusqu'au bout, tu viens de faire quelque chose que les architectes de Project 2026 espéraient que tu ne ferais jamais. Tu as regardé derrière le logo rassurant, tu as cherché qui avait signé le chèque, et maintenant tu sais. Ce que tu fais de cette connaissance, c'est ton choix, mais au moins maintenant c'est vraiment le tien. C'est vraiment le tien.